un habitué de la maison, un Münster, qui nous a déjà fait le plaisir de nous parler de Habermas, de venir nous parler de Horkheimer. Et ce soir, il va nous parler de André Gortz. André Gortz, qui est un philosophe franco-autrichien, qui au départ était très proche de l'existentialisme de Jean-Paul Sartre et qui après est devenu un des fondateurs de la pensée de l'écologie politique. À un moment, ça vient tout juste de publier un livre sur justement André Gortz qui est intitulé Écosocialisme ou barbarie selon André Gortz, un hommage. C'est paru à la fin du mois de février, si je me trompe. Il a aussi amené quelques exemplaires pour vous qui vous vendra au prix d'amitié à la suite de cette conférence et qui va certainement aussi pouvoir vous signer. André Gortz. Merci. Merci pour l'introduction de la présentation. Un remerciement spécial évidemment aux organisateurs de cette conférence. Je suis très heureux de pouvoir faire encore ce soir, comme je l'ai fait l'année dernière à l'occasion du 50e anniversaire de la mort d'Alexandre Horkheimer. Aujourd'hui, donc, c'est à cause du 100e anniversaire de la naissance d'André Gortz, qui est né en février 2023 à Vienne et est mort le 22 septembre 2007 à l'âge de 84 ans. Donc, Vollon est un petit village près de Troyes, de la ville de Troyes, dans le département de l'Aube. Il s'était suicidé avec son épouse. Alors, il y a un grand débat aujourd'hui sur cette question de la fin de vie, etc. Voilà, donc, je veux dire, on commence avec ça. Ceci un peu anticipé sur cela. Bien. Donc, bon, merci à Marcel Sauer et Léonie Franck Niro pour l'organisation de cette conférence. Je suppose qu'il est nécessaire de vous présenter André Gortz, parce que évidemment, il est connu dans le milieu écologiste, mais il est peut-être au-delà, pas tellement connu, et moins connu que certains autres contre-philosophes, les célébrités, Jacques Derrida, Sartre, Foucault, etc. Il était moins connu, mais il a, à mon avis, il était quand même un très grand penseur, un grand philosophe, avec une originalité incontestable. Il était à la fois auteur, écrivain, philosophe et journaliste, entre autres cofondateur du Nouvel Observateur avec Jean Daniel en 1964. Également membre du comité de rédaction de la revue des temps modernes, de Jean-Paul Sartre, jusqu'en 1980. Il a dirigé cette revue jusqu'à la mort de Sartre en avril 1980. Et écrivain parce que il est connu, il a vu son nom pour la première fois. Il a fait son premier grand succès en librairie avec la publication en 1958 du roman Le Traître chez Gallimard. Un livre donc que Jean-Paul Sartre a préfacé avec une introduction, une préface extrêmement originelle, témoignage de l'amitié qui est portée à André Gortz, etc. Donc voilà. Voilà, ça, c'est Gortz. Gortz qui était, on peut dire,
peut-être assez longtemps, ou trop longtemps à l'ombre, précisément de Sartre et d'autres grands philosophes et intellectuels français, mais tout à coup, il a émergé, et c'est grâce, il a fait un tournant, après avoir fait vraiment un tournant spectaculaire dans les années 70, depuis les années 70, vers l'écologie, pour devenir finalement un des fondateurs, les grands fondateurs de l'écologie politique en France et en Europe, dans le monde entier, on peut dire. Là, il a vraiment fait une percée. Voilà. Mais évidemment, nous allons parler ce soir de l'écologie, parce que c'est devenu de bon ton de parler d'écologie, c'est presque la mode, pratiquement de tous les partis politiques, dans les associations et dans les médias, même le pape, même le Vatican, plutôt réputé pour son conservatisme, parle d'écologie. Je renvoie à son encyclique Laudato Si, qui révèle une adhésion tout à fait surprenante, mais sincère du pape argentin François aux thèses de l'écologie politique, ayant pour but la préservation des écosystèmes, de la nature, des espèces, pour que notre maison commune, notre Europe, notre terre, soit encore habitable à l'avenir pour les générations futures, dans un environnement libéré de la surpollution de nos villes, de l'atmosphère, et dans un monde où l'homme pourrait enfin vivre et travailler en harmonie avec la nature. Alors, évidemment, c'est aussi l'objectif de Hans Jonas, connu pour son livre Le principe responsabilité. Mais on va voir, alors il y a là deux versants d'une écologie, une écologie politique qui ne sont pas tout à fait identiques, parce qu'il y a des affinités entre Gortz et Jonas, évidemment, au niveau de l'écologie, mais ils n'ont pas, les deux hommes n'ont pas tout à fait la même vision philosophique. Mais évidemment, notre 21e siècle est incontestablement celui de l'écologie, celui des transformations importantes concernant notamment nos ressources énergétiques, concernant le nucléaire, l'environnement, la conservation des espèces et des écosystèmes, mais aussi notre système économique et social en général, qui, depuis le réveil écologique qui s'est produit dans nos sociétés, notamment après les catastrophes de Tchernobyl et de Fukushima, sont toutes en crise. Ces sociétés sont en crise à cause des grandes incertitudes suscitées par ce tournant énergétique, par la sortie au nom du nucléaire ou du charbon, et surtout par les effets économiques négatifs d'un productivisme industriel qui a déjà, depuis un certain temps, vraiment atteint ses limites, puisqu'il a créé, comme le souligne entre autres André Gortz, précisément dans le sillage de Ivan Illich, qui lui est très proche, une situation où nous ne pouvons plus consommer ce que nous produisons et nous ne pouvons plus produire ce que nous consommons. C'est une des thèses majeures du livre Écologie et politique. Voilà. Le livre. Ah, c'est là, voilà. C'est ça. Donc, qui a été publié en 1975 par Gortz, d'abord aux éditions Galilée, et puis en 1978 dans une version augmentée, avec le texte Écologie et liberté, aux éditions du Seuil. Alors, mais tout d'abord, avant que j'entre dans le vif du sujet, une question. Depuis quand parle-t-on d'écologie? Qui a parlé le premier d'écologie? Qui est le fondateur du concept d'écologie? Y a-t-il dans la salle quelqu'un qui connaît peut-être, qui a la bonne réponse? Qui est l'inventeur du concept d'écologie? C'est pas Élisée Reclus? C'est pas Élisée Reclus? Non. Il n'a pas été le premier, mais c'est vrai qu'il y a oui, c'est chez lui, mais il n'a pas été le premier. Mais vous êtes dans le même... Vous êtes proche, c'est-à-dire 19e siècle, oui. C'était au 19e siècle. Et... Pardon Rousseau
le terme d'écologie ne figure nulle part dans les écrits de Rousseau, même si lui préconise le retour à la nature, hein, évidemment, non, mais non, c'est pas Rousseau. D'ailleurs, ce n'est pas non plus Marx. On pensait notamment, dans les écrits de Marx, on a dû trouver absolument pas le terme d'écologie, alors qu'il y a des écologistes qui se réclament de lui, ou qui ont une partie de son héritage théorique, mais ça c'est une autre question. Donc, non. Le terme écologie a été fondé au XIXe siècle, en 1866, par Ernest Haeckel, un biologiste allemand. Et comme il a fondé cet créateur, inventeur de ce concept, pour désigner une sous-discipline de la biologie conçue comme doctrine du rapport des organismes naturels avec l'environnement. Donc, c'est lui. La paternité du concept, c'est Ernst Haeckel. Comme je l'ai dit dans mon livre sur le socialisme vert. Donc, c'est dans cette perspective, précisément, que Haeckel n'envisageait rien d'autre qu'une nouvelle science, donc une science vouée à la description des processus naturels et à leur explication théorique, nomologique. Il instituait ainsi un paradigme et un modèle de pensée et de science qui a été ensuite repris et développé au courant du XXe siècle par la plupart des chercheurs et scientifiques s'intéressant à la question écologique, qui, sans nul doute à cause de leur formation et de l'impact de l'idéologie des sciences, ne pouvaient envisager cette nouvelle doctrine écologique que dans une perspective strictement scientifique. Et ce courant s'est progressivement frayé son chemin. Au cours du XXe siècle, il a incontestablement aussi beaucoup influencé, en France, le courant d'une écologie scientifique représenté essentiellement par Bruno Latour. Vous avez sans doute entendu parler de Bruno Latour, hein, de ses livres. Il a été concurrencé ensuite, dans la seconde moitié du XXe siècle, par le courant d'une éthique écologique, dont le principal représentant est le philosophe Hans Jonas, et qui, dans son livre « Le principe responsabilité », insiste beaucoup sur la nécessité d'élaborer enfin une nouvelle éthique, substituant à l'éthique traditionnelle du devoir et de l'impératif catégorique, celle de l'idéalisme transcendantal de Kant, une nouvelle éthique fondée sur le respect des valeurs de l'environnement, de la nature, de la vie en général. Et cette exigence a été reprise et reformulée en France par, je rappelle ça, je suis un historien, un des représentants et des élus des Verts, c'est-à-dire d'Europe Écologie des Verts, c'est-à-dire par Anna Lipietz, qui, dans sa charte des 3 valeurs fondamentales de l'écologie politique, s'est beaucoup inspiré de Hans Jonas pour donner la priorité absolue à la responsabilité à l'égard de la nature, des autres espèces, des générations futures. Or, déjà, 20 ans avant la publication de cette charte par Alain Lipietz, l'écologie politique avait été fondée en France autrement, dans les années 70 du XXe siècle, précisément par André Gortz, précisément de la perspective de la création d'une écologie politique et sociale nouvelle, à savoir d'une écologie d'émancipation, d'une écologie humaniste, d'émancipation orientée dans la perspective d'un socialisme à visage humain, orienté vers l'utopie d'une société autre et surtout d'une économie autre, libérée des lois du marché, des lois du capitalisme, de la concurrence, en bref, d'un nouvel ordre économique où à la place de l'ancienne société bourgeoise, avec ses classes et ses antagonismes, surgit une association où le libre développement de chacun est la condition du libre développement de tous. Or, faudrait-il préciser, avec cette citation, Gortz prend très clairement ses distances à l'égard du communisme, à l'égard d'un marxisme orthodoxe, dogmatisé, à l'égard de la politique des partis communistes staliniens notamment,
qui, au nom de la dictature du prolétariat, n'envisage rien d'autre, comme cela s'est passé dans le pays de l'Est de l'Europe, dans l'après-guerre, que l'instauration d'une dictature des apparatchiks, opprimant bureaucratiquement le prolétariat et toute la population. En revanche, c'était pas l'horloge du Kremlin. En revanche, André Gortz se réfère explicitement, par exemple dans le chapitre de son livre phare Écologie et politique, il se réfère au socialisme en soulignant que le socialisme, comme lui l'entend, en accord avec tous ceux qui, en France et dans le monde, adhèrent aux idées programmatiques d'un socialisme démocratique autogestionnaire, donc ce socialisme n'a strictement rien à voir avec une dictature étatique, mais qu'il est en un sens la réalisation d'une utopie. Car, affirme-t-il, je cite Gortz, cette utopie correspond à la forme la plus avancée et la plus fruste du socialisme, à une société sans bureaucratie, où le marché dépérit, où il y en a assez pour tous, et où les gens sont individuellement et collectivement libres de façonner leur vie, de choisir ce qu'ils veulent faire et avoir en plus du nécessaire. On pourrait donc conclure qu'avec ces affirmations, André Gortz se rapproche volontairement ou involontairement du concept de l'utopie concrète d'Ernest Bloch, mais sans jamais citer les ouvrages de l'auteur du Principe d'Espérance. Car ce qu'il défend, c'est précisément l'utopie d'un monde meilleur, d'un monde, d'une société où, par exemple, la durée du travail hebdomadaire sera réduite à 20 heures. À 20 heures, où chaque quartier, je cite, chaque commune dispose d'ateliers, je cite l'écologie, le livre Écologie et politique, c'est là, c'est dans le temps. Ça c'est la réédition, le livre de Broche, la dernière, chez Fayard en 2018. Voilà. Chaque quartier, chaque commune dispose d'ateliers, ouverts jour et nuit, équipés de gammes aussi complètes que possible d'outils et de machines, où les habitants, individuellement, collectivement ou en groupe, produiront pour eux-mêmes, hors marché, le superflu selon leur goût et désir. Comme ils ne travailleront que 20 heures par semaine, et peut-être moins, à produire le nécessaire, les adultes auront tout le temps d'apprendre ce que les enfants apprendront de leur côté dès l'école primaire. Travail des tissus, du cuir, du bois, de la pierre, des métaux, électricité, mécanique, céramique, agriculture, etc. Donc, esquissant ainsi l'utopie concrète d'une société libérée du productivisme et du système hiérarchique du capitalisme, André Gortz reprend presque textuellement l'argumentation d'un autre grand critique de la société industrielle, c'est-à-dire celle d'Ivan Illich, philosophe et penseur de l'écologie politique, fondateur du CIDOC, c'est le Centre international de documentation, à Cuernavaca, au Mexique. C'est ce Illich qui, dans son livre La convivialité, 1973, dénonce la servitude née du productivisme et le culte de la croissance, en opposant à cette société industrielle créée par la vision d'une société conviviale, une société plus humaine, une société autogérée, sans hiérarchie et contrainte, une société du bien vivre et de la sobriété. Là, l'autre terme clé de la philosophie écologique de Gortz, la sobriété. On difficile comment traduire en allemand, Mäßigung, Maßhalten, das Maßhalten, die Mäßigung. Voilà, donc le contraire, une sorte de frein au productivisme. Voilà, le contraire. Et voilà, c'est précisément ce concept de sobriété que Gortz empruntera à Illich, qu'il avait rencontré personnellement la première fois dans les locaux du Nouvel Observateur à Paris en 1971, auquel il a ultérieurement aussi rendu visite au Mexique, précisément au CIDOC, à ce centre international de documentation
créé par Illich à Cuernavaca, au Mexique, c'est près de la frontière avec les États-Unis, donc un centre qui était aussi devenu, sur l'initiative d'Illich, un lieu d'expérimentation de nouvelles formes de travail et de vie. Et ainsi, Gortz était devenu, en un sens, du jour au lendemain, donc avec ce livre, Écologie politique, avec ces multiples références à Illich, le relais, on peut dire le relais de propagation et d'émission des idées d'Illich. Donc, et cela valait aussi pour la critique radicale faite par Illich de l'école et surtout aussi du système de la santé, de la médecine. Donc, dans son livre, voilà, Némésis médicale, l'expropriation de la santé, préface de Jean-Pierre Dupuis, Fayard, 2003, voilà. Donc, ces idées, quand se trouve chez Gortz, déjà dans les années 70, dans le livre Écologie et politique. Donc, avant que je continue, voilà, donc, je voudrais vous poser encore une fois cette question irritante, la question de savoir donc, qui était André Gortz. Qui était ce André Gortz? Personne ne connaît, personne ne voulait connaître en France. Parce qu'André Gortz, vous serez sûrement surpris d'entendre qu'André Gortz, du moins au sens administratif du terme, au sens du droit définissant l'état civil, n'existait pas. Parce que c'est un pseudonyme. Donc c'est une... c'est absolument, c'est-à-dire ce que Gortz m'avait dit personnellement lors de ma première rencontre avec lui à Paris, à son domicile en 1973. Car André Gortz, c'est un pseudonyme, et Michel Bosquet, c'est l'autre, voilà, l'écologie politique a été publiée sous les deux pseudonymes, Michel Bosquet et André Gortz. Les deux sont des pseudonymes, ils n'existent pas. Il s'appelle, son vrai nom, son nom de naissance était Gerhard Horst, H-O-R-S-T. En réalité, Hirsch, le cerf. C'est-à-dire, il est le fils d'un père juif, autrichien, commerçant, Robert Hirsch, marchand de timbres, converti au catholicisme, et d'une mère chrétienne, Maria Neistarka, catholique originaire de Munich, en Bavière. Donc il est demi-juif. Et pour dissimuler ses origines juives, son père avait changé son vrai nom de Hirsch en Horst, ce qui lui mettait un peu à l'abri des persécutions antisémites, parce que l'Autriche, à l'époque, était un pays très antisémite, presque comme en Pologne. Et voilà, donc en 1939, alors, mars, c'était le 12 mars, nous sommes le 12 mars aujourd'hui, le 12 mars en Autriche, c'est une date historique, parce que le 12 mars 1938, c'était l'Anschluss, l'invasion de l'Autriche par l'Allemagne nazie. Donc, évidemment, c'est très controversé, bien sûr, parce qu'on dit aussi que, bon, les Autrichiens, c'est dans le récit national autrichien d'aujourd'hui, c'était évidemment victime du nazisme, n'est-ce pas? Et en même temps, beaucoup disent, oui, c'était des victimes spéciaux, parce que cette victime avait beaucoup d'adhérents au nazisme qui ont applaudi à cette invasion, lorsque les troupes nazies ont envahi Vienne, là-bas dans les rues de Vienne, de milliers d'Autrichiens applaudirent. C'est ça, donc qui viennent, qui ont occupé le centre de Vienne pour hisser le drapeau nazi. L'Autriche a perdu son indépendance, elle est devenue la province orientale de l'Allemagne et la Ostmark. Voilà, 12 mars, voilà, c'est 1938. C'était la fin de la République démocratique autrichienne. Donc, et voilà, l'invasion, annexion de l'Autriche par l'Allemagne nazie. En 1939, justement,
quelques semaines avant qu'éclatait la guerre, les parents de Gortz ont eu l'idée d'envoyer leur fils, André, c'est-à-dire Gerhard Horst, dans une institution en Suisse, exactement de la ville de Sulos, dans le canton de Grisons, Graubünden, en Suisse, pour qu'il échappe à l'enrôlement de l'armée allemande. N'est-ce pas, s'il était resté à Vienne, il aurait été enrôlé de force, n'est-ce pas, de l'armée allemande, ce qu'il voulait absolument éviter. Alors il l'envoie dans cette institution, il reste 2 ans pour préparer le baccalauréat. Il avait 16 ans. 16 ans à 19 ans, il reste en Grisons, dans cette institution chrétienne, prépare le bac. Après avoir fait le bac, il va s'installer à Lausanne en 1941. Et en même temps, il prend la décision ferme d'abandonner définitivement la langue allemande et d'écrire, de parler et d'écrire, de publier exclusivement en français. Donc, il avait déjà pris cette décision. Et pendant ces 8 jours, à Lausanne, il va faire une école. Il ne va pas faire des études de philosophie, l'université de Bâle, Genève, Lausanne. Non, une simple école d'ingénieur à l'école polytechnique de Lausanne. On va préparer, et ce sera son seul diplôme, donc le diplôme d'un ingénieur chimiste. Voilà. Et là, pendant ces jours à Lausanne, arrive quelque chose de bizarre. Premièrement, en 1946, donc, il n'a pas encore fait son diplôme, voilà, il assiste à une conférence publique donnée par Jean-Paul Sartre, qui avait décidé de en faire 2 conférences publiques à Genève et à Lausanne pour présenter le Lettre des Néants, son livre publié en 1943. Et là, on peut dire, le jeune Gerhard Horst, connu durant Gortz, voilà, il est tellement enthousiasmé par ça, alors que ça changera, lui, le coup de foudre, là, vraiment, ça changera toute sa vie. Il adhère tout à coup, complètement, à cette philosophie sartrienne. Donc, en même temps, c'était en 1946. Et évidemment, l'année d'après, en 1947, il fait la connaissance également à Lausanne de son épouse, future, Doreen Kerr, une Anglaise, actrice anglaise, qui tout à fait par hasard était venue à Lausanne, qui trouve du théâtre anglais, alors il a rencontré Gortz, tout à fait par hasard, et ça, là, évidemment, il est comme ça, il a trouvé son épouse, qu'il a épousée plus tard, en 1949, quelques mois après son installation à Paris. Donc justement, il tenait tellement à Sartre qu'en 1949, il prend la décision ferme de quitter Lausanne et la Suisse et de s'installer à Paris, en approchant tout de suite pour entrer dans le cercle intime de Sartre et des Sartriens. Donc, voilà. Et il commence à travailler comme journaliste, tout d'abord à Paris Presse, puis à l'Express de Jean-Jacques Sergent Schreiber, puis au Nouvel Observateur de Jean Daniel en 1854, je le disais déjà. Il obtient la nationalité française par naturalisation. Donc en 1949, il épouse officiellement à Paris, Doreen Kerr. Et c'est à partir de l'année 1954 qu'il va utiliser pour tous ses articles et tous ses livres le pseudonyme de Michel Bosquet et ultérieurement celui d'André Gortz. Et dès son arrivée à Paris, Gerhard Horst commence à écrire son grand essai, Fondement pour une morale, qui est très inspiré de Sartre. L'esquisse d'une axiologie des comportements moraux pour le monde aliéné. Mais il va se produire quelque chose de tout à fait étrange. Lorsque Gortz présente le manuscrit de cet ouvrage monumental de 600 pages à Jean-Paul Sartre, avec lequel il avait déjà un rapport très amical, ce dernier, étant apparemment irrité par la trop grande proximité de vue et du texte de Gortz avec sa propre philosophie,
Il avait reproché plus ou moins d'avoir réécrit L'être et le néant, hein, un peu en changeant les formules, mais avec les mêmes concepts, etc., les mêmes logiques. Alors Sartre refuse vraiment de recommander ce livre à la publication auprès des éditions Gallimard. Alors, ce qui est vraiment créé une énorme déception à Gortz, mais il ne va pas rompre avec Sartre à cause de cela. Au contraire, il va ranger ce manuscrit dans son tiroir, et ce n'est c'est que 20 ans plus tard, en 1977, que les fondements de la morale, ce livre, vraiment très proche de L'être et le néant, dans ses argumentations, donc, sera publié en France, à Paris, par les éditions Galilée, qui sont finalement l'éditeur de Gortz, c'est le manuscrit de Gortz, les livres de Gortz jusqu'à la fin de sa vie. Mais évidemment, ce n'est qu'en 1958, après la publication de son roman Le Traître, aux éditions Gallimard, que Gerhard Horst adoptera définitivement le nom d'André Gortz. Et pourquoi Gortz? Gortz, tout simplement parce qu'il y a dans ce nom, ce pseudonyme comporte une allusion à la ville de Gorizia, en Slovénie, qui appartenait jadis à l'Empire austro-hongrois. C'est pourquoi Gortz l'avait choisi, né à Vienne, l'ancien empire, l'Autriche-Hongrie. Donc, voilà, il lui arrive même de publier certains de ses livres avec ces deux pseudonymes. C'est par exemple le livre Écologie politique, qui est vite devenu un best-seller, une sorte de bible du mouvement écologiste, est publié en 1975 par les éditions Galilée à Paris sous le nom Michel Bosquet, André Gortz. Voilà, et comme réédition de ce livre, augmenté du texte Écologie et liberté aux éditions du Seuil en 1978, Michel Bosquet, André Gortz, Écologie politique. Voilà. Alors, pour résumer, ce sont donc ces deux événements rencontrent de toute première importance, avec des philosophes contemporains, philosophes français contemporains, engagés, comme on dit, dans les années 40 et 70, qui sont décisifs pour l'itinéraire philosophico-politique d'André Gortz. Alors, évidemment, premièrement, la rencontre avec Sartre à Lausanne en 1946, donc, qui va motiver l'installation définitive de Gortz et de son épouse à Paris en 1949, ainsi que pratiquement toute l'activité littéraire, philosophique, politique et journalistique d'André Gortz, et dans l'après-guerre en France. Et deuxièmement, la rencontre personnelle avec Ivan Illich, un ex-prêtre catholique, un ex-professeur de théologie à l'Université catholique de Puerto Rico et directeur du CIDOC au Mexique, devenu, après sa rupture avec l'Église et le Vatican, une figure de proue de l'écologie politique, surtout aux États-Unis, en Amérique latine, mais pratiquement à l'échelle mondiale, notamment avec son livre La convivialité. Et cette rencontre donc avec Illich avait lieu en 1971 dans les locaux du Nouvel Observateur. C'était la rencontre donc de deux philosophes et écrivains, tous deux nés à Vienne dans les années 20, Gortz 23, Illich 1926. Tous deux étaient des demi-juifs autrichiens, l'un catholique, jusqu'à sa rupture avec l'évêque de Porto Rico, où Illich était professeur de théologie catholique, et l'autre, Gortz, également demi-juif, mais non-croyant, agnostique, très marqué quand même par le traumatisme collectif des juifs d'Europe centrale, persécutés par le nazisme. Parce qu'immédiatement après l'Anschluss, tout de suite, à Vienne, a commencé les pires persécutions des juifs. À Vienne, Vienne, 10% de la population était juive. Les pogroms, les magasins juifs détruits, les juifs même chassés de leurs appartements, chassés des appartements avec leurs meubles, etc. Incroyable, pire qu'en Allemagne. Ce qui s'est passé en mars 1938, donc juste après avec l'Anschluss. Il faut imaginer. Ça, c'est pas très bien en France, il faut l'expliquer, parce que les Français ne savent pas comment ça s'est passé. Mais c'est vrai, quand c'était donc
pour résumer, un immigré d'origine autrichienne, quasiment apatride, devenu en 1954, 5 ans après son arrivée à Paris, un intellectuel français. Ce qu'il voulait, il voulait, alors notamment, devenir français. Un intellectuel français, il ne voulait absolument pas être considéré comme un intellectuel allemand. J'ai eu, pour des raisons expliquées, ce traumatisme collectif, le nazisme, etc., rupture, on peut dire, une sorte de rupture avec l'Allemagne, pas complètement avec la culture, la philosophie allemande, mais disons, avec une rupture, et il voulait devenir, dans le sillage de Sartre, un intellectuel français. Et grâce à son amitié avec Sartre et grâce à sa naturalisation, alors l'intégration de la nationalité française, il a réussi cela. Donc, à cause de l'Holocauste, avec cet acte d'assimilation à la culture française, il avait aussi définitivement renoncé à sa langue maternelle, l'allemand, et décidé, dès son installation à Paris en 1949, d'écrire tous les articles, tous les livres exclusivement en français, une langue mondiale. D'ailleurs, on n'était pas le seul à faire cela. Il y a le cas de Hannah Arendt, Henri Herbert Marcuse, etc. On pourrait citer d'autres intellectuels juifs, évidemment, qui ont fait de même. Et là, on peut dire, parfaitement réussi cette transformation culturelle par l'assimilation à une autre culture et à une autre langue, ce qui n'est pas facile toujours, évidemment, avec l'aide de son ami Sartre, mais aussi celle de Jean Daniel, aussi celle de Serge Laforie, avec lequel il a fondé en 1964 l'hebdomadaire Le Nouvel Observateur, journal auquel Gantz a collaboré jusqu'à sa retraite en 1983. Et comme je le disais déjà, il était aussi membre du comité de rédaction des Temps modernes de la revue de Sartre, fondée en 1945, une fonction qu'il quittera en 1980, après la mort de Sartre. Et étant à la retraite, si c'est intéressant, il décide tout d'abord de quitter Paris et de s'installer en province. De s'installer où? À Nogent-sur-Marne. Mais étant horrifié par la nouvelle de l'installation dans cette même ville d'une grande centrale nucléaire, il vend la maison. Dans la panique, il vend la maison, il a pris ça, il a acheté, il s'installe à Beaunon, près de Troyes, dans le département de l'Aube. Et le 22 septembre 2007, il se suicide avec son épouse Dorine en absorbant des médicaments. Apparemment, il ne supportait pas l'idée qu'il devrait survivre seul après le décès de son épouse Dorine, qui souffrait terriblement d'une grave maladie dégénérative incurable. Donc, maladie qu'elle avait attrapée à l'hôpital. Voilà les hôpitaux, hein, parce qu'il y a l'iatrogenèse, etc. Évidemment, très facilement, vous pouvez, voilà, comme c'est organisé au niveau des hôpitaux, là, attention, hôpital, dit, bon, là, vous pouvez vous faire soigner, vous faire opérer, etc. Mais ça, vous pouvez aussi attraper très facilement des maladies incurables. Voilà. Donc, Gantz a légué ses archives privées à l'IMEC, à l'Institut des mémoires de l'édition contemporaine, c'est près de Caen, qui conserve aussi la correspondance que j'avais avec lui jusqu'à l'année 2005. Très intéressant de lire ces lettres, donc la dernière lettre que j'ai reçue de lui. Alors il parle spécialement, il évoque le problème de Jonas. Il dit que c'est regrettable qu'on ne parle de l'Aube. Jonas ou pas assez d'Ernest Bloch s'intéresse beaucoup, il dit à l'utopie concrète de Bloch, etc. Et voilà, c'est une longue lettre donc, qui montre qu'il s'intéressait à l'arrière. Ouais, s'il avait vécu quelques années de plus, probablement fait une convergence théorique avec Ernst Bloch au sujet à propos de ce concept de l'utopie concrète. Mais évidemment, son suicide en 2007 a empêché cela, hein, parce qu'il n'avait pas encore lu Le Principe d'Espérance, il n'avait pas encore lu les œuvres de Bloch. Moi, je suis, quand je rencontrais, toujours invité à lire, étudier Bloch, etc. Donc ça l'intéressait, mais il n'avait plus le temps, voilà, pour faire cette
convergence. D'ailleurs, je dois vous avouer que dès ma première rencontre que j'avais avec lui, quand j'ai vu l'homme Gortz face à moi-même, voilà, je croyais immédiatement qu'il allait se suicider tôt ou tard, parce que j'avais le pressentiment que c'était un intellectuel émigré, un déraciné, un cosmopolite, quelqu'un qui souffrait apparemment énormément, malgré tous ses succès littéraires, beaucoup de sa situation d'isolement dans la société, qui incarnait un peu cette angoisse existentielle de l'individu expatrié, déraciné, juif, qu'il a si bien analysé dans ses livres. Donc, voilà. Donc, en même temps, je dirais, ce qui m'a frappé aussi, dans les rencontres que j'ai avec lui, donc je l'ai interviewé d'ailleurs, je fais une grande émission avec lui pour la radiodiffusion bavaroise de Munich. Gortz était, je dirais, un visionnaire, ce qui le faisait vivre aussi, justement, pourquoi il a élaboré cette utopie d'une autre société, en contraste à notre société de consommation. Parce qu'il avait un côté visionnaire, de projection dans l'avenir, d'une extrême capacité d'analyse des contradictions de la société existante et de la projection de l'avenir d'une alternative sous la forme d'une utopie, voilà, qui est celle justement de la société conviviale, qui s'oppose à la société donc des égoïstes, de la concurrence, du profit, etc. Et donc, dans la vie intellectuelle, donc ce grand visionnaire, philosophe, écrivain, journaliste, André Gortz, Gerhard Hans en réalité, on peut distinguer trois phases, trois périodes. Donc, je dirais qu'il y a une première période exclusivement sartrienne, de 1947 à 1959, plus ou moins 1960, qui est caractérisée vraiment par l'adhésion sans aucune réserve du jeune exilé autrichien à l'existentialisme ontologique, phénoménologique de l'auteur de L'être de néant, qui a été publié en 1943, période où Gortz rédige deux grands livres qui sont profondément marqués par cette pensée sartrienne. Premièrement, Les fondements pour une morale, achevé en 1957, publié seulement 20 ans plus tard, en 1967, où un livre où Gortz s'était fixé l'objectif d'esquisser une axiologie des attitudes morales et éthiques, avec des concepts majoritairement empruntés à l'être de l'élément de Sartre. Or, je le disais déjà, donc, évidemment, que Sartre a refusé de le recommander, donc il a pratiquement contribué à ce que ce grand livre écrit dans la suite de l'être de néant soit enterré. Et donc, il y a ensuite, on peut dire de 1960 à 1970, une période où Gortz est relativement proche des positions marxistes, où il va publier des livres comme le mouvement ouvrier et le néocapitalisme, et le livre pour un socialisme difficile, et le livre Réforme et Révolution, 1969. Donc, et finalement une troisième période qui est marquée par son tournant, ce grand tournant, on va dire, l'existentialisme sartrien ou néo-sartrien vers l'écologie politique. Et donc, cette troisième période est sans nul doute la période la plus importante, la plus longue dans la vie de Gortz, c'est celle qui va de 1973 jusqu'à sa mort en 2007. C'est la période marquée par ce grand tournant définitif vers l'écologie politique. Ce tournant a été déclenché par je le disais déjà, par la rencontre personnelle d'André Gortz avec Ivan Illich à Paris, dans les locaux du Nouvel Observateur en 1971. Donc, puis
Gortz, il faut dire que c'était aussi évidemment une rencontre suivie par sa visite personnelle au Mexique, à ce centre fondé par Illich, donc un centre qui était aussi un lieu de rencontre, de départ, de séminaires, de discussions et d'expérimentation de nouvelles formes de travail et de vie. D'ailleurs, il faut dire que Gortz n'était pas le seul intellectuel français à séjourner temporairement dans ce centre, à s'intéresser à ce centre. Ce centre recevait aussi la visite de Jean-Pierre Dupuis, professeur à l'université de Stanford, aux États-Unis, qui était lui aussi très proche d'Ivan Illich. Donc c'est donc entre 1973 et 1975 que Gortz, très influencé par les idées et les analyses d'Illich, consacré à la société industrielle, écrira donc son livre phare, son livre majeur, Écologie et politique. Donc, et voilà, ce livre fait en effet l'effet d'une bombe. C'est une bombe parce qu'il est accueilli à bras ouverts par les militants écologistes et un mouvement écologiste en train de naître en France et en Allemagne et un peu partout en Europe. Il est très bien vendu, tout de suite traduit en plusieurs langues étrangères, sans nul doute à cause de sa clarté et de sa radicalité. Dans ce livre, Gortz explique entre autres que l'écologie, pour lui, ce n'est pas un but en soi, mais plutôt une transition, celle d'une société productiviste en crise, à cause de la surproduction, mais aussi à cause de la chute tendancielle du taux de profit, un concept qu'il a évidemment emprunté à Marx, mais avec quelques réserves. À vrai dire, Gortz a en réalité, je vais souligner cela, ça c'est très intéressant, parce qu'il a un problème avec Marx. Et non seulement avec le marxisme orthodoxe de type stalinien, moscovite ou chinois, ce qui est attesté par la publication d'un livre qui fera scandale et qui sera publié en 1980, peu de temps après la mort de Jean-Paul Sartre en avril 80. Voilà, c'est le livre également Adieu, adieu le prolétariat. Voilà. Donc c'est pas ce livre-là. Voilà. Adieu. Adieu au prolétariat au-delà du socialisme. Voilà. Donc, évidemment, c'est un livre qu'on se met sérieusement en cause, c'est-à-dire il attaque avec un élan assez inattendu, ce qui peut être considéré comme le cœur même de la doctrine marxiste, de la lutte de classe et de l'émancipation sociale, à savoir la théorie marxienne de la faculté, de la capacité des travailleurs industriels, du prolétariat, de la classe ouvrière, de s'émanciper eux-mêmes et de briser ainsi la domination du capital, du capitalisme par la lutte, en s'appropriant eux-mêmes les grands moyens de production, en remplaçant la vieille société, celle dominée par le capital, par la bourgeoisie, par une grande association où le libre développement de chacun est la condition du libre développement de tous. Alors, comme le souligne André Gortz dans son essai, qui a vraiment soulevé un véritable tollé à gauche, chez tous ceux qui se réclamaient, soit au nom du communisme, soit au nom du socialisme, de Marx, il s'agirait là, avec cette doctrine, avec cette affirmation utopique de Marx, plutôt d'un souhait, d'un désir, d'une attente de Marx et d'Engels, mais c'était une théorie, selon Gortz, une théorie imaginaire plutôt fragile, qui n'avait aucun fondement empirique. Parce que toutes les enquêtes empiriques faites ces derniers temps sur la conscience réelle des ouvriers prouvaient que les travailleurs, savoir les prolétaires de Marx, n'ont pas du tout cette conscience de classe révolutionnaire qui lui est attribuée par Marx et par la doctrine marxiste classique. Vu qu'ils ont été au courant du XXe siècle, et notamment dans la période du capitalisme avancé, notamment pendant ces Trois Glorieuses, ils ont été intégrés dans le système, de sorte qu'ils ne peuvent plus être considérés comme la classe sociale porteuse de ces projets de l'émancipation sociale, ni comme le moteur d'une future et possible transformation radicale de la société. Donc, il est évident que André Gortz a été, sur ce point précis, influencé
beaucoup influencés par l'école de Francfort, et notamment par Max Horkheimer et Herbert Marcuse, qui avaient tous les deux, déjà dans leur recherche sociologique des années 30 et 40 et 50, signalé ce phénomène dans leurs articles, n'est-ce pas? Marcuse, notamment dans son livre sur l'ordre unidimensionnel. Et dans les articles publiés dans la recherche de la revue des sciences sociales de Francfort, la célèbre Zeitschrift für Sozialforschung. Et en ce qui concerne Horkheimer, déjà dans les aphorismes de la Dämmerung, le crépuscule de 1931, où il est toujours question de l'impuissance de la classe ouvrière allemande face à la montée du fascisme en Europe. Et aujourd'hui, 90 ans après l'arrivée au pouvoir d'Hitler et du national-socialisme, nous sommes toujours confrontés aux effets négatifs de la globalisation néolibérale, nous savons bien que ce diagnostic des grands sociologues franc-comtois était vrai et authentique. Les dogmatiques n'ont pas voulu l'accepter, mais ils ont fait le bon diagnostic, parce qu'il était empiriquement fondé avec des enquêtes, n'est-ce pas, faites sur place, des questionnaires qui étaient très clairs. Et il avait été d'ailleurs déjà dans les années 30 et les premières années de la fondation de l'Institut de recherche sociale par Horkheimer à Francfort, fondé sur des enquêtes, des statistiques sociologiques empiriques réelles et incontestables, menées dans des entreprises allemandes, sur des lieux de la grande production industrielle. Et là, Gantz les rejoint, sans doute à cause de l'influence qu'il a subie lui-même par Herbert Marcuse en 1969, mais aussi dans un mouvement de résistance, non seulement contre le marxisme soviétique et ses avatars, mais surtout contre le maoïsme chinois, ce qui est attesté, entre autres, par le grand entretien que Gantz a accordé à Marc Robert, qui a été publié dans la revue Ecoref, revue critique d'écologie politique, puis dans Ecologica, donc son dernier livre, publié à titre posthume, là, vous savez, Ecologica. Donc, son tout dernier livre, publié en 2008, un an récemment, par les éditions Galilée. Donc, il est vrai donc, que la publication de ce livre, Adieu au prolétariat, en 80, a soulevé un tollé. On accusait Gantz, entre autres, de trahison de sa cause, d'avoir rallié la droite avec ses critiques de Marx, d'avoir renié ses engagements marxistes antérieurs. Mais ceux qui ont pensé que ce livre marquerait sûrement une rupture définitive de Gantz avec Marx et avec le marxisme, ils étaient relativement nombreux à l'époque, se sont trompés, car la lecture de ces autres livres, des livres ultérieurs, publiés entre 1985 et 2000, prouve qu'il ne s'est jamais réellement pu détacher définitivement de Marx et de l'autorité capitale, malgré cette grande et véhémente charge contre la doctrine marxiste traditionnelle, donc terriblement dogmatisée et canonisée à l'époque stalinienne. Donc, car sur certains points et aspects, Gantz est toujours resté proche de Marx. Par exemple, au sujet de la critique du capitalisme, au sujet de certains écrits de Marx touchant à l'écologie, sans nommer le monde. Bon, finalement aussi au sujet de la vision globale, on parle d'une émancipation des producteurs, de la hiérarchie, de l'autoritarisme, des chefs d'entreprise, en bref, de la vision d'un monde autre, libre, coopératif et égalitaire, garantissant à chacun le déploiement maximal de ses potentialités créatrices. Bon, c'est proche notamment des libertaires, on peut dire. Il y a une certaine proximité de vue avec les vues de Bookchin, par exemple, qui préconise un anarchisme municipaliste. Donc, même si Gantz ne se... Oui, réclame un petit peu les idées libertaires. Hein. Donc, on pourrait donc parler à propos de Gantz, comme le fait entre autres le sociologue franco-brésilien Michael Louvi,
auteur du livre Écosocialisme, l'alternative radicale à la catastrophe écologique, 1001 nuits, Paris 2011, de la présence constante dans les écrits écologiques, politiques d'André Gortz, d'un marxisme sélectif, mais toujours dans le cadre d'une vision écosocialiste globale, marquée de plus en plus dans ses derniers écrits par un esprit libertaire, c'est-à-dire par un refus de tout pouvoir et de tout autoritarisme d'État, et par la volonté de concrétiser les rêves utopiques de l'humanité. Donc, on peut dire à partir de l'utopia de Thomas More jusqu'aux rêves des penseurs socialistes utopiques français, notamment ceux de Charles Fourier. Et évidemment, de la toute dernière lettre, je dis déjà que j'ai reçue de Gortz, le 14 juillet 2005, il dit évidemment, il parle justement il évoque cette affinité avec le concept de l'utopie concrète, qui est un concept majeur de la philosophie du philosophe Ernest Bloch, de l'auteur du Principe d'espérance. Donc, la mort d'André Gortz, par suicide le 22 septembre 2007 à Brno, a malheureusement, je le disais déjà, empêché la possible et même très probable fusion tardive de sa pensée avec celle de l'auteur du Principe espérance. Maintenant, je pense ne pas abuser du temps. S'il me reste encore 5 minutes, je peux encore prendre juste 5 minutes si vous voulez. Juste pour vous parler d'un tout dernier aspect, ça concerne justement la critique de la médecine. Il y a une influence énorme de Illich sur ce que Gortz écrit dans Écologie et politique, sur sa critique du système de la médecine et notamment de l'hôpital. Donc, il reprend pour l'essentiel la critique illichienne de la société, je le disais, de société industrielle, est fondée sur celle de la thèse que dès que le développement industriel dépasse un certain seuil critique, les institutions deviennent de principaux obstacles à la réalisation des objectifs qu'elles visent, et ils deviennent contre-productifs. Donc, justement, il applique ça aussi au système de la médecine, et notamment celui des hôpitaux, parce qu'en se tournant résolument vers le mythe de Némésis, la déesse grecque antique de la vengeance, chargée de punir les non-obéissants, Illich analyse les conséquences néfastes de cet inversement, de ce retournement tragique pour la médecine moderne, à savoir pour l'institution médicale, en soulignant entre autres l'inefficacité d'une médecine trop coûteuse et l'expropriation de la santé par une médicalisation pernicieuse, surtout par l'industrie pharmaceutique. Donc, là, il y a la critique évidemment de cette prise en charge de l'individu par un appareil biomédical du système industriel qui prive les citoyens de tout pouvoir de maîtriser ce système. Donc, c'est une critique de la médecine, c'est-à-dire de la déshumanisation de notre système de santé. On discute beaucoup aujourd'hui de l'hôpital, de la crise de l'hôpital, etc. Le gouvernement vient de débloquer 500 millions alors pour remédier, n'est-ce pas, aux effets les plus pervers de ce système. Mais je rappelle tout simplement, vous savez tous ce qui se passe à l'hôpital, n'est-ce pas, quelle horreur, ce qui se passe aux urgences, n'est-ce pas. Alors, vous passez, vous êtes hospitalisé, vous avez une forte chance de mourir dans les couloirs les urgences, où pendant 10 heures vous restez sans personne ne s'occupe de vous, parce qu'il n'y a pas assez de personnel et soignants. J'ai vu ça, les gens, pendant vraiment très très malades et ayant des douleurs insupportables, peuvent crier pendant 1 heure, secours, secours, et personne ne s'en occupe. J'ai vu ça ici, dans un grand hôpital
Nice, c'est-à-dire il y a vraiment un problème de l'organisation de ce système de la médecine qui ne marche plus. Donc, bien sûr, on peut objecter que, évidemment, qu'il y a quand même un certain nombre de progrès de la médecine au XXe siècle. Évidemment, on a réussi dans le domaine du combat contre les maladies infectieuses, comme la tuberculose pulmonaire, ou dans le combat contre le cancer, dans le domaine de la transplantation des organes, de la chirurgie en général. Donc, mais en même temps, il est aussi indéniable qu'aujourd'hui, comme le soulignait Illich, comme le soulignait Gantz dans le marchand dans les pas d'Illich, que les actes médicaux et les programmes d'action sanitaire sont trop souvent devenus aussi les sources d'une nouvelle maladie, la maladie iatrogène, que les mesures prises pour neutraliser l'iatrogénèse continuent à avoir un effet paradoxal, qu'elles rendront cette maladie médicalement incurable, encore plus insidieuse, tant que le public tolérera que la profession qui engendre cette maladie la cache comme une infection honteuse et se charge de son contrôle exclusif. Donc, Illich est persuadé que l'intervention destructrice de l'homme sur le milieu s'est intensifiée parallèlement au prétendu progrès de la médecine et que l'empoisonnement de la nature par l'industrie chimique est allé de pair avec la prétendue efficacité croissante des médicaments. Donc, ce qui est souligné par Gantz comme par Illich, c'est que dans le système médical, dominé incontestablement par l'esprit scientifique, il y a un savoir médical devenu pratiquement incontrôlable. Tout contact avec l'entreprise médicale expose désormais le patient au danger, à des graves dangers, y compris des dangers de dommages psychiques, se cristallisant dans les formes d'angoisse, de dépression, syndrome hypochondriaque, pouvant même conduire au suicide. Voilà donc la triste réalité des hôpitaux aujourd'hui, fonctionnant selon une rationalité scientifique, froide, technocratique et bureaucratique, décrite par Illich avec son regard désillusionné et de façon suivante: ce qui jadis était considéré comme un abus de confiance et une faute morale peut désormais être rationalisé sous la forme d'une panne occasionnelle de l'équipement et des opérateurs de danger. Évidemment que le patient, dans ce système dominé par des grandes technologies médicales, devient un épiphénomène des technologies, des appareils sur lesquels il est branché. Et on oublie tout simplement encore qu'il s'agit d'êtres humains. C'est un peu ce qui s'est passé. Et difficile à réformer, évidemment. N'est-ce pas, parce qu'il y a l'ordre des médecins, etc., qui va bien sûr radicalement refuser toutes ces critiques. Mais évidemment, la lecture du chapitre 4e, Médecine, santé et société, du livre Écologie et politique, atteste qu'André Gantz adhère totalement à cette thèse d'Illich, au plus grande partie, à savoir cette critique assez radicale de la médicalisation de notre société industrielle, exprimée par Illich dans la Némésis médicale, et aussi par Jean-Pierre Dupuis et par Serge Karsanti dans le livre L'invasion pharmaceutique. Cette critique culminera dans la thèse que la médecine elle-même contribue aujourd'hui malheureusement à la multiplication des maladies. Même si Garis c'est capable de guérir certaines maladies, incontestablement. Donc, mais évidemment, une autre caractéristique de ce procédé de la médecine moderne et contemporaine est bien, souligne Gantz, la surmédicalisation. Nous avons une surmédicalisation. Donc, la surmédication dispense ou empêche l'individu. Être en bonne santé, c'est être capable d'assumer la maladie, comme d'ailleurs la puberté, le vieillissement, le changement, l'angoisse de la mort. Or, ce n'est plus possible. La surmédicalisation empêche l'individu d'assumer tout cela et multiplie les malades. C'est là que Illich appelle, c'est ce qu'il appelle la iatrogénèse structurelle, c'est-à-dire l'engendrement structurel de la maladie par l'institution médicale.
C'est pourquoi Koophuuglos, dans une perspective révolutionnaire, la santé et le problème de la santé doivent être démédicalisés. L'une et l'autre sont le ressort non pas du médecin et de la médecine, mais de l'hygiène. Donc, bien sûr, on peut objecter, n'est-ce pas, nier l'évidence que précisément grâce à Pasteur, à Robert Koch, grâce à l'efficacité des vaccins, par exemple contre la variole, la diphtérie, la tuberculose, etc., grâce aux antibiotiques et à la chimiothérapie pour guérir le cancer, on peut quand même constater depuis un certain temps une réelle et significative régression des maladies infectieuses, des maladies graves. Il y a aussi des progrès incontestables dans le combat de la médecine contre le cancer. Mais ces progrès sont-ils vraiment significatifs, insignifiants? De même, nul ne peut désormais ignorer que, suite au progrès de l'industrie pharmaceutique, le vieillissement de la population des pays hautement industrialisés a beaucoup augmenté pendant ces dernières décennies. C'est vrai. Hein? Donc, mais on peut dire qu'en ce qui concerne la critique ancienne de la médecine en général, définie comme une pratique institutionnelle qui sélectionne les applications possibles des connaissances scientifiques et ces connaissances elles-mêmes, de manière à les rendre intégrables aux rapports sociaux et compatibles avec l'idéologie dominante de la société capitaliste industrialisée. Gortz ne cesse de mettre en cause cette médecine et son caractère de classe en lui reprochant principalement trois choses. Premièrement, qu'elle fait de la santé, de la maladie, des états individuels, renvoyant à des causes naturelles ou accidentelles dont la dimension sociale est masquée. Deux, qu'elle privilégie la consommation individuelle des biens et services marchands, réputés bons pour la santé, au détriment de tous les autres facteurs qu'elle préfère ne pas connaître. Donc, troisièmement, qu'elle privilégie les 5% des maladies rares, requérant des soins très spécialisés et des équipements coûteux et complexes par rapport aux 95% de maladies les plus répandues, et elle valorise en conséquence les connaissances médicales. Donc c'est Gortz critique évidemment aussi cette énorme hiérarchisation dans les rapports, dans le corps des médecins,